Avec les nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des vessies neurologiques secondaires aux malformations médulaires, l'équipe de Tenon, Gérard Marinko, Benoît Perronnet. Alors je rappelle que Benoît est pour l'instant au CHU de Rennes, après peut-être, on verra. Oui, donc on s'est réparti le travail parce que la vessie neurologique, soit elle est un peu paralysée, elle ne se vide pas bien, soit elle se contracte trop et c'est la vessie hyperactive. Donc Benoît fera le côté hyperactivité et je ferai en une petite dizaine de minutes le côté hypoactivité. Alors la définition de la vessie hypoactive, c'est tout simplement une vessie qui ne se contracte pas beaucoup, qui ne se vide pas beaucoup et qui va donner lieu donc à un certain nombre de symptômes qui vont être celui de la phase de la vidange de la vessie, à savoir une difficulté à vidanger la vessie, nécessité de pousser pour obtenir le jet mictionnel, et puis d'une manière un petit peu réactionnelle, parfois une pollacurie, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence d'émission, et puis parfois des fuites qu'on appelle des fuites par regorgement, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein au niveau de la vessie. Alors, ça, c'est une définition qui est clinique. Et cette définition clinique est sous-tendue par une définition urodynamique. Sur le plan urodynamique, pourquoi une vessie va-t-elle mal se vider? Va-t-elle être paresseuse? Eh bien, il y a deux solutions. Soit parce qu'elle ne se contracte pas, le muscle vésical est insuffisant pour assurer la vidange de la vessie, c'est ce qu'on appelle un défaut de contractilité. Soit au contraire, il y a un obstacle qui est au-dessous de la vessie, qu'il s'agit d'un obstacle organique, comme un problème de prostate, de sténose de l'urètre chez la femme ou un gros prolapsus, ou qui est un obstacle fonctionnel, par exemple une dysynergie vésico-sphinctérienne, c'est-à-dire une augmentation des pressions urétro-sphinctériennes du fait d'une pathologie neurologique par la déconnexion des centres de coordination entre la vessie et le sphincter. Et grâce au bilan urodynamique, et on ne va pas rentrer dans les détails, on a des index mathématiques qui nous permettent de dire, ben voilà, cette mauvaise vidange vésicale, c'est plutôt du fait d'une mauvaise, d'une obstruction sous-cervico-urétrale, ou c'est au contraire un problème de contractilité du détruseur. Alors, chez le neurologique, en fait, on peut observer les deux, parce qu'on peut avoir bien évidemment une paralysie vésicale du fait de la lésion sacrée, mais on peut aussi avoir des obstructions, notamment d'origine fonctionnelle, d'où la nécessité du bilan urodynamique. Alors, quelles sont les étiologies de ces vessies hypoactives, de cette hypoactivité vésicale? C'est, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est naturellement toutes les pathologies neurologiques. J'arrive pas à avoir le pointeur, mais tant pis. Toutes les pathologies neurologiques. Ah d'accord, c'est la flèche, d'accord, merci. Donc toutes les pathologies neurologiques, mais il faut quand même savoir qu'à côté des pathologies neurologiques, on a des étiologies autres qui peuvent entraîner une hypoactivité de vessie, le diabète, les vessies paresseuses, les lazy bladders des anglo-saxons, vous savez, les gens qui ne font pas souvent pipi, les mégavessies congénitales, les syndromes des mixons rares, des problèmes myopathiques au niveau de la vessie, tout ça va entraîner une difficulté de la contraction du muscle vésical et donc partant une mauvaise vidange de la vessie. Et puis naturellement, toutes les pathologies neurologiques qui vont être situées au niveau de l'ensemble du névrax avec des facteurs physiopathologiques différents au niveau du métabolisme du muscle vésical, au niveau des perturbations, des afférences sensorielles au niveau de la moelle épinière ou au contraire des efférents moteurs. Tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais sachez que toutes ces pathologies neurologiques, in fine, peuvent déterminer une hypoactivité de vessie. Vous voyez, c'est résumé sur cette diapositive où on voit que, quel que soit l'étage lésionnel, que ce soit au niveau purement central, au niveau encéphalique, au niveau du tronc cérébral, que ce soit au niveau médulaire, que ce soit au niveau du système nerveux périphérique, au niveau des racines des plexus, on peut avoir une hypoactivité de vessie. Donc du coup, toutes les pathologies, on va passer rapidement, toutes les pathologies du névrax peuvent entraîner une vessie hypoactive. Et ce qui nous intéresse, les syringomyélies, vous voyez, les kystes de Tarlov, toutes les pathologies du cône terminal, toutes ces anomalies congénitales peuvent donc entraîner une hypoactivité de vessie sur hypocontractilité détrusorielle.
On a aussi des dérèglements dysautonomiques, végétatifs qui entraînent ça. Alors, quels sont les impacts de cette vessie hypoactive? Eh bien, quand on a des difficultés à vidanger la vessie, qu'est-ce qu'on fait? On va pousser pour essayer de la vidanger. Et quand on pousse, qu'est-ce qu'on risque? On risque un reflux au niveau des reins. Vous le voyez sur l'imagerie. Dès qu'on pousse, les urines remontent et donc ça peut impacter le haut appareil, ça peut dilater les reins. Quand on pousse, des fois on ne pousse pas assez. Et du coup, il y a un résidu après la miction qui risque de s'infecter. Donc ça va donner des infections urinaires à répétition. Et puis à force de pousser, on va dégrader la statique pelvipérinéale et en particulier chez la femme, avec l'apparition de prolapsus gynécologiques, rectaux, etc., etc. Et puis cette vessie va souffrir, elle va s'hypertrophier, elle va devenir diverticulaire, source d'infection, etc. Donc cette vessie périphérique, cette vessie hypoactive a aussi des enjeux, on va dire, d'ordre uronéphrologique, des complications vitales importantes, et c'est pour ça qu'il faut les traiter. Alors, quels sont les traitements, puisque c'est une partie importante de ces détruseurs hypoactifs, de ces vessies hypoactives. Le premier des traitements, vous le savez, c'est éliminer ce qu'on appelle les épines irritatives, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'une des manières de mal vider la vessie, c'est qu'il y a un obstacle fonctionnel au niveau du sphincter. C'est-à-dire le robinet qui ferme la vessie est trop serré quand la vessie se contracte. Et ça peut être une véritable, entre guillemets, spasticité des sphincters. Et cette spasticité peut être entretenue, auto-entretenue par ces fameuses afférences sensorielles au niveau du cône terminal et des racines. Et n'importe quelle lésion sous-lésionnelle, que ce soit un escarre, que ce soit un ongle incarné, que ce soit une petite lithiase urinaire, on en parlait tout à l'heure, peut entraîner un renforcement de cette activité musculaire parasite qui va être un obstacle à l'évacuation de la miction. Et avant d'infliger des autosondages, avant d'infliger de la chirurgie, des médicaments à un patient, d'abord faire des choses simples, de regarder si on ne peut pas corriger un petit problème anorectal, une constipation, une fissure anale, un problème de lithiase, de corriger ça. Parfois, la dysurie, le trouble de la vessie hypoactive peut diminuer. Sinon, on va décliner cet algorithme thérapeutique. Une fois qu'on a éliminé les épines irritatives, vous voyez, le fécalome, l'infection urinaire, etc., on peut imaginer d'injecter de la toxine botulique, du botox, à l'intérieur du sphincter pour le relâcher, pour favoriser la miction, comme on peut faire d'ailleurs au niveau du rectum. Il y a eu une question tout à l'heure sur les dyschésies des syringomylies, on peut faire ça aussi. Si les injections de Botox ne suffisent pas, on peut être amené à faire naturellement un régime d'autosondage avec des solutions alternatives dont on va parler dans un instant et des petites prothèses qui sont en train de sortir pour favoriser l'évacuation des urines. Et puis après, quand c'est compliqué, on peut faire des neuromodulations, on va voir tout ça. Alors, parfois, et c'est pour ça qu'il faut travailler en collaboration avec les urologues, il est un peu difficile de discriminer est-ce que c'est un problème de contractilité ou un problème d'obstruction. Et puis parfois, les patients, ils ne sont pas univoques, ils ne sont pas que neurologiques, ils peuvent être mixtes, ils peuvent avoir à la fois une problématique neurologique et aussi une problématique mécanique. Et des fois, pour s'en sortir, pour faire la part des choses, on peut mettre, par exemple, parce qu'il y a une prostate au cours d'une syringomélie, est-ce que la dysurie est du fait de la syringomélie ou est-ce qu'elle est le fait de la prostate? Le chirurgien urologue, il met une petite spirale, un petit ressort, un petit stent à l'intérieur de la prostate. Il ouvre un peu la prostate et si les mictions reprennent, on peut penser que c'est plus un problème mécanique qu'un problème neurologique. Souvent, c'est quand même un peu mixte. Alors avant, ces prothèses, pour certaines équipes, notamment parisiennes, étaient laissées en place, mais on s'est aperçu que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas, parce que le jour où il faut les enlever, il fallait détricoter tout l'urètre. Vous imaginez un peu la complexité. La neuromodulation, la fée électrique. Alors vous savez que l'électricité, ça a été mis à toutes les sauces. La neuromodulation des racines sacrées a été d'abord imaginée pour traiter les vessies hyperactives dont va vous parler Benoît dans un instant. Mais sachez qu'il y a pas mal d'études maintenant qui mettent en évidence une efficacité certaine de la neuromodulation des racines sacrées pour activer le fonctionnement de la vessie. En fait, on ne stimule pas le nerf qui permet la contraction de la vessie, on module, c'est-à-dire qu'on réorchestre ce qui se passe en termes de fonctionnement harmonieux entre la vessie et les sphincters au niveau de la partie basse de la moelle épinière. Et donc, c'est neuromodulation des racines sacrées. Il y a pas mal de papiers qui sont sortis sur la possibilité de restaurer une miction, d'arriver à faire pipi avec ce type de stimulation électrique implantée.
on fait cette implantation après une phase de test. On a des neuromodulations encore moins invasives que la neuromodulation des racines sacrées. La neuromodulation des racines sacrées, vous l'avez vu, on met un pacemaker comme un pacemaker cardiaque. Là, c'était des stimulations complètement atraumatiques, et puis c'est des stimulations cutanées au niveau de la cheville. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la cheville, il y a ce qu'on appelle le nerf tibial postérieur qui remonte au niveau du cône terminal, ça remonte au niveau du cerveau, ça bouge, ça va modifier des zones du cerveau qui fonctionnent pour la vessie, ça va redescendre au niveau de la partie basse. Bref, simplement 20 minutes de stimulation tous les jours avec des électrodes externes permet dans quelques cas, il n'y a pas 10 000 papiers dessus, mais il y en a, permet de restaurer encore une fois la miction et d'arriver à uriner sans faire d'autosondage, sans prendre des médicaments, etc. Ça, c'est une neuromodulation, on va dire, non invasive. Après, il y a des médicaments. Alors, il y a des médicaments qu'on a employés depuis pas mal d'années, qui sont ce qu'on appelle des parasympathico-mimétiques. C'est des médicaments qui prennent la place du neuromédiateur, l'acétylcholine, et qui vont contracter le muscle avec deux types de médicaments, des parasympathico-mimétiques directs, c'est-à-dire qui prennent la place de la petite hormone qui fait contracter la vessie, ou des parasympathico-mimétiques indirects, c'est des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. C'est des médicaments qui s'opposent à la dégradation du produit actif au niveau de la synapse neuromusculaire. Ces médicaments, qui sont assez largement encore utilisés, notamment par les équipes de chirurgie, et notamment de chirurgie digestive, n'ont jamais fait preuve, comme le dit Benoît tout à l'heure, d'EBM. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de preuve scientifique bien formelle que ces médicaments étaient efficaces pour assurer une vidange. En tout cas, même si ça contracte un peu expérimentalement la vessie, c'est jamais d'une efficacité binaire. Ça ne va jamais complètement vider la vessie et le patient sera toujours obligé de faire des autosondages. Donc c'est double peine, il est obligé de prendre des médicaments et en plus obligé de se sonder. Sans compter que ces médicaments parasympathico-mimétiques ont parfois de redoutables effets cardiovasculaires systémiques et désormais on est vraiment très réticent et on ne les emploie plus dans cette indication. Et donc, naturellement, le gold standard de ces vessies hypoactives reste au jour d'aujourd'hui l'autocathétérisme, le sondage intermittent et tous les progrès qui ont été faits sur la technologie des sondes autolubrifiées, etc. On ne va pas en parler parce que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Par contre, ce qui est plutôt nouveau, bien qu'on connaisse ça depuis quelques années, et malheureusement, ce n'est pas encore distribué en français, les associations ont sûrement un rôle à jouer dedans. C'est un petit truc qui est extrêmement astucieux. C'est une microprothèse qu'on met ou même que le patient peut se mettre dans l'urètre. Vous voyez cette espèce de bout de cathéter qui est mis en place dans l'urètre comme une pince à sucre qui s'ancre au niveau du col de la vessie. Et puis au niveau de ce petit cathéter qui, au passage, évite les fuites urinaires, puisque ça fait bouchon, ce qu'on appelle en anglais un plug urétral, et bien à l'intérieur de ce petit cathéter, vous voyez, il y a une espèce de turbine, et cette turbine, vous appuyez sur un bouton, vous voyez là, en haut à droite sur la diapo, le patient appuie sur un bouton, ça déclenche un électroaimant, une onde magnétique qui va déclencher la turbine, et hop, ça aspire complètement tout le contenu de la vessie, et ça vide complètement la vessie en quelques secondes. C'est assez extraordinaire, c'est génial, ça marche pendant un mois, tous les mois il faut les changer, le patient peut se le changer. On n'a pas encore en France, c'est distribué en Allemagne, c'est distribué aux États-Unis. Il y a beaucoup de patientes qui sont contents parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui est utilisé chez les femmes. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça empêche la fuite et ça permet de vider la vessie sans aller s'auto-sonder, se déshabiller, enlever le machin, etc., mettre la sonde, ranger la sonde, la mettre à la poubelle, etc., etc., etc. Après, oui, il y a eu des progrès. Les progrès, c'est la réanimation du membre supérieur avec les chirurgiens orthopédistes qui arrivent à suppléer certaines fonctions déficitaires de pince pour réaliser l'autosondage. Et parfois, des patients chez qui, malheureusement, on envisageait une sonde à demeure ou une intervention de Bricaire, c'est-à-dire une poche au niveau de la peau, grâce à ces réanimations du membre supérieur, peuvent avoir une restauration d'une certaine motricité et ce qui nous permet de faire des entérocystoplasties avec des cystostomies continentes pour que la patiente puisse se sonder par voie transabdominale. Juste un petit mot sur les infections urinaires. On a rappelé que c'était une des problématiques importantes de la vessie neurologique et notamment de la vessie hypoactive. Tout le monde connaît le cranberry. Juste un tout petit mot pour savoir que maintenant, beaucoup d'équipes donnent du démanose, qui est une espèce de sucre, et qui a pu montrer une certaine efficacité pour réduire le taux d'infection urinaire chez le patient neurologique. Ça a été prouvé sur la sclérose en plaques, c'est probablement vrai. On a beaucoup de patients sous démanose maintenant qui sont très améliorés en termes d'infection urinaire.
Un autre message très important, c'est la nécessité de la prise en compte des troubles anorectaux. Bien sûr en termes de qualité de vie, comme l'a rappelé M. Hafner, bien sûr parce que d'avoir une incontinence fécale ou des constipations, c'est embêtant pour le sujet, mais j'allais dire surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il y a ce dialogue entre la vessie et le côlon. Encore une fois, si vous traitez votre côlon, si vous videz votre côlon et votre rectum, vous avez toutes les chances d'améliorer le côté vésical et d'arriver à vider la vessie. Donc il faut toujours traiter la sphère anorectale pour éviter les infections urinaires et pour mieux déclencher l'émicture. Alors il y a tout un algorithme de traitement de la prise en charge de la constipation et de la continence fécale qui va depuis les stimulations locales, les suppositoires, les entérokinétiques, les médicaments comme le prucalopride ou le lubiprostone, enfin des médicaments qui contractent les muscles intestinaux, les laxatifs cholécés, et ça peut aller jusqu'à la neuromodulation, ça peut aller jusqu'aux irrigations coliques par voie transanale, vous savez, cette espèce de super lavement qui arrive à laver tout le côlon. Les gens font ça tous les 3 jours et ils sont tranquilles après. En passant aussi, on en a parlé tout à l'heure, aux neuromodulations vagales. C'est une petite électrode comme une oreillette d'iPhone. Vous mettez ça, vous stimulez le nerf vague, le nerf pneumogastrique qui permet de contracter le côlon. Ça marche pas mal. Alors, juste un petit truc sur le futur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur pour traiter les vessies hypoactives ? Il y a des expériences qui sont faites par des neurochirurgiens, notamment dans le sud-est asiatique, où on va faire des pontages de nerfs qui vont éventuellement restaurer la contraction de la vessie. Ça marche plutôt dans les équipes coréennes. Quand les équipes européennes essayent de reproduire les résultats, on n'a pas vraiment le même type de succès. Mais peut-être faut-il améliorer la technique et c'est peut-être une voie d'avenir. Il y a bien évidemment les cellules souches. On prend un bout de muscle quelque part. Et puis vous vous rappelez, quand on était petit, on mettait des lentilles là, sur du coton pour les faire pousser. Voilà. Là, c'est pareil. On va injecter un peu de cellules souches sur une matrice collagénique péridétrusorienne. Et puis ça va refaire un muscle de la vessie qui va pouvoir peut-être un jour se recontracter et éviter l'autosondage. Et puis il y a des thérapies géniques avec des vecteurs viraux, on met directement au niveau des nerfs pour aller réinnerver la vessie. Et puis il y a plein de médicaments, vous voyez, qu'on est en train de tester. Des médicaments qui sont bien évidemment parasympathico-mimétiques-like, mais qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus safe, beaucoup plus sécuritaires à utiliser. Et quel que soit le niveau d'action, on a des médicaments qui vont sortir, qui vont agir directement au niveau des structures du tronc cérébral qui agissent dans l'initiation de l'admiction. On a aussi des médicaments plutôt périphériques au niveau du détrusor lui-même. Voilà, c'était un petit survol très rapide de la vessie hypoactive et du traitement actuel, avec les 2-3 messages clés de ne pas oublier le côlon. Regardez si jamais la petite prothèse intra-urétrale sort. Et puis quand même, un message d'espoir. Jean-Marie en parlait tout à l'heure. Il faut avoir de l'espoir en matière de neurologie et de neurourologie. Et les espoirs, ça passe quand même avant tout par la pharmacologie, bien qu'il y ait parfois une petite place pour la chirurgie. Benoît, je te laisse la place. Merci. Un spectateur qui est tout attentif. Alors justement, ça me permet de faire une petite introduction. Je me rends compte que j'ai pas pu m'empêcher de mettre des petits bouts de vidéos de chirurgie. Donc âme sensible, s'abstenir. Je dirais à ce moment-là, je vous ferai un signe, fermez les yeux, tournez la tête pour ceux qui. Je pourrais sortir à ce moment-là. Éventuellement, voilà. Donc interdit aux enfants, non je plaisante. Alors moi, on s'était dit, moi je vais plutôt traiter le côté hyperactivité détrusorienne, trouble de la compliance, au régime de pression vésicale, et un tout petit peu d'insuffisance sphinctérienne. Pareil, je vais essayer d'être rapide. Il y a eu des révolutions pharmacologiques en neurourologie, et notamment bien sûr le développement des anticholinergiques à partir des années 80 pour traiter l'hyperactivité vésicale et en particulier détrusorienne. Et puis, fin des années 90, début des années 2000, les fameuses injections intradétrusoriennes de toxines botuliques. Ce sont des traitements qui sont rentrés, qui sont devenus des standards dans la prise en charge de l'hyperactivité détrusorienne
neurologiques, l'anticholinergique venant plutôt en première ligne et la toxine botulique plutôt en deuxième ligne. Mais ces traitements pharmacologiques n'ont été que très peu évalués chez les patients atteints de dysgraphie spinale, de kyste de Tarlov, de syringomyélie, de toutes ces pathologies qui nous réunissent aujourd'hui. Et les essais, les grands essais scientifiques randomisés qui ont conduit à l'autorisation de mise sur le marché, au remboursement, etc. de ces molécules, n'incluaient aucun patient atteint de ces pathologies dites rares. Et c'est important de le garder à l'esprit, et c'est comme ça qu'on s'est intéressé, nous, notamment à la question de l'efficacité de la toxine botulique intradétrusorienne chez les patients ayant un dysgraphisme, et on a mené toute une série de travaux en collaboration multicentrique française souvent, et on s'est aperçu que, alors même qu'on l'utilise par analogie avec ce qui se fait pour les autres types de vessie neurologiques, ça a une efficacité chez une partie des patients, mais c'est plutôt moins efficace la toxine botulique chez les patients ayant un dysgraphisme que chez les patients, par exemple, blessés médulaires, atteints de sclérose en plaques, etc. Et ça, on ne le savait pas, puisqu'encore une fois, ces patients-là n'étaient pas dans les essais cliniques, parce que c'est des patients plus complexes. Enfin bref, il y a plein de raisons qui sont exclues des essais cliniques, mais c'est important de le garder à l'esprit. Juste pour revenir sur les anticholinergiques, on dit nouveauté. Donc les anticholinergiques, c'est pas très nouveau, je vous ai dit, ça a commencé dans les années 80, mais ce qui est plus récent et plus nouveau, c'est le concept de charge anticholinergique, avec cette idée que de nombreux traitements qui ne sont pas des anticholinergiques purs qu'on utilise pour la vessie ont en fait une charge anticholinergique. Il y en a toute une liste ici, les psychotropes, mais aussi les traitements bronchodilatateurs pour l'asthme par exemple, il y a des bêta-bloquants, il y a tout un tas de traitements qui en fait ont intrinsèquement un effet anticholinergique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de données dans la littérature sur le fait que la forte charge anticholinergique pourrait entraîner un risque de démence. On sait l'effet cognitif parfois des anticholinergiques, mais le problème c'est que l'accumulation de traitements avec une charge anticholinergique donnée au très long cours pourrait donner des démences, parfois potentiellement donc non réversibles. Quand on parle de démence, c'est chronique et donc non réversible. Donc c'est une vraie problématique qui émerge dans la littérature scientifique. Voilà, je ne dis pas que ce sera le prochain scandale de santé publique, il ne faut pas être excessivement paniqué, mais je pense que c'est important d'être vigilant, et on l'est. En tout cas, les gens qui travaillent en neurourologie et qui essayent de se tenir à la page. Et il existe maintenant, depuis récemment, des calculateurs de charge anticholinergique que moi personnellement j'utilise, qui nous permettent on rentre la liste de traitement des patients et on a des scores de charge anticholinergique. Et moi je suis particulièrement vigilant à ne pas ajouter un anticholinergique vésical à un patient qui parfois a déjà une liste de traitements psychotropes et autres qui font qu'en fait il a parfois déjà 3 fois la dose maximum de ditropans par jour. On lui rajoute à ce moment-là un anticholinergique, et 1, il y a peu de chances qu'il y ait une efficacité, 2, il y a plus de chances qu'il y ait des effets indésirables, et si malheureusement dans 30 ans ça le rend dément, je m'en voudrais. Voilà, encore une fois, pas d'alarmisme, mais de la vigilance, je pense que c'est important. Et il est également important de préciser que dans les études qu'on a à ce jour, les nouveaux antimuscariniques que sont la fésothérodine et la solifénacine, Toviaz et Vesicaire, ont été moins étudiés, moins impliqués. Donc est-ce qu'ils ont les mêmes effets potentiellement néfastes sur les fonctions cognitives? On ne sait pas aujourd'hui. Et dans le doute, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à les privilégier, puisque par contre l'oxybutinine, lui, a été très largement je dirais, étudié et mis en cause dans ces études-là. Le bêta-3 mimétique, c'est une classe pharmacologique plus récente pour traiter l'hyperactivité détrusorienne, qui a une dizaine d'années, qui est un stimulateur, un sympathomimétique. Un stimulateur sympathique, agit sur une voie donc différente que celle des anticholinergiques, et ça a justement l'immense avantage de ne pas avoir d'effet indésirable anticholinergique, d'être beaucoup mieux toléré. Tous les problèmes de constipation, bouche sèche, etc. N'existent pas ou beaucoup plus rarement avec ce traitement. Il y avait un doute sur le fait que ça puisse générer une hypertension au long cours, et pour l'instant, les études cardiovasculaires qui ont été faites sont plutôt rassurantes. Ça a l'autorisation de mise sur le marché en France depuis janvier 2016. On a été
en retard par rapport à beaucoup de pays parce qu'il y a eu des négociations entre les tutelles et le laboratoire pour discuter d'un remboursement. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord de trouver, donc c'est un traitement qui n'est pas remboursé, mais qui existe. Et j'ai eu le plaisir de trouver cet article en préparant cette présentation, qui est tout récent, puisque je m'apprêtais à vous dire on n'a pas de données chez les patients avec un dysgraphisme spinal sur le mirabegron, et très récemment, fin d'année 2019, on a cette série asiatique sur des enfants ayant un dysgraphisme chez lesquels ils ont donné du mirabegron, soit en remplacement des anticholinergiques, soit en ajoutant aux anticholinergiques, avec des résultats que je qualifierais presque de stupéfiants sur le plan clinique et urodynamique. Mais attention, c'est une série rétrospective asiatique, pas du tout de racisme ici, mais ils n'ont pas toujours les mêmes standards que nous en termes de rigueur scientifique. Donc j'attendrai, le professeur Amarenko parlait de ces techniques de réinnervation où les Asiatiques nous disaient ça y est, on va faire refonctionner toutes les vessies des spina bifida en les réinnervant, etc. Puis quand les Européens et les Américains ont essayé de faire, ça ne marche pas du tout. Donc attendons de voir si ces résultats se confirment dans des essais, je dirais, occidentaux, mais intéressant de voir que peut-être ça pourrait être efficace chez les spina bifida. Là, je me rends compte que je me suis un petit peu lâché, c'est un petit peu complexe sans doute, mais c'est parce que c'est un sujet qui me passionne. La physiopathologie de l'hypocompliance chez les patients spina bifida, désolé, je vais aller rapidement, mais je parlais tout à l'heure des marqueurs du remodelage de la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est cette espèce de charpente protéique des tissus et qui fait le lien entre toutes les cellules, notamment dans la paroi vésicale, et qui s'altère chez les patients spina bifida. On a de plus en plus de preuves sur le sujet, qui s'altère probablement lié au fonctionnement vésico-sphinctérien lui-même. L'hyperpression chronique dans la vessie entraîne une altération de la matrice extracellulaire qui aggrave la fibrose, qui aggrave le régime de pression, et donc ce vieillissement de la vessie neurologique dont parlait Gérard Amarenko tout à l'heure, il a l'air particulièrement vrai chez les patients qui ont un dysgraphisme. Et donc l'hypothèse que j'ai formulée à la fin de ma thèse de science, c'est est-ce qu'on pourrait avoir ici une nouvelle voie thérapeutique? Il existe des inhibiteurs des matrix métalloprotéinases qui s'attaquent directement à ce remodelage de la matrice extracellulaire. Donc est-ce qu'on pourrait évaluer ces traitements-là dans le traitement de la vessie neurologique spina bifida? Pourquoi pas? Mais plus simplement, il y a ce concept de prise en charge précoce de la neurovessie spina bifida par notamment peut-être la chirurgie in utero, mais aussi par la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens précocement dans l'enfance, dont on pourrait penser fort logiquement qu'ils préviennent la dégradation de l'état de la neurovessie chez ces patients. Et l'impact vésico-sphinctérien de la chirurgie materno-fétale, on commence à avoir quelques données, et le fameux MOMS trial sur la chirurgie, laisser randomiser sur la chirurgie materno-fétale in utero, on a les données maintenant à 6 ans des patients qui ont accepté d'être suivis sur le plan vésico-sphinctérien, et de façon très intéressante, les patients qui ont été opérés in utero, dans cette cohorte, il y en a moins qui sont aux autosondages. Il n'y avait pas par contre de différence sur tout le reste, incontinence, stéroplastie. Il y a quand même beaucoup de troubles vésico-sphinctériens, même chez ceux malheureusement qui sont opérés in utero, mais ça va être intéressant de suivre si peut-être on peut espérer avoir un impact aussi là-dessus. Et puis, désolé, là j'ai pas pu m'empêcher, la chirurgie robot assistée, c'est mon dada, j'adore ça. Et donc on a ce joujou, cet outil depuis quelques années, le robot chirurgical, qui nous permet, vous voyez, d'avoir des instruments extrêmement précis, avec le mouvement dans tous les plans de l'espace, une vision en 3 dimensions, et puis un correcteur de trémulation qui supprime le tremblement, et donc c'est rendre le chirurgien encore meilleur, et on utilise ce robot chirurgical de plus en plus pour toutes les interventions complexes qu'on peut proposer en neurourologie chez les patients ayant une malformation congénitale vertébro-médulaire. On fait, par exemple, attention, les enfants ferment les yeux, on fait un petit peu aussi, par exemple, les agrandissements de vessie, et c'est vrai que là encore, il faut qu'on s'attelle à démontrer le bénéfice de ce type de technique
pour le patient, mais à titre d'exemple, j'ai opéré une dame d'un agrandissement tout intracorporel mardi et elle est sortie aujourd'hui de l'hôpital au bout de 3 jours, alors même que c'est des patients, quand on leur enlevait le ventre en camp pour faire ça, qui restaient 10 jours, parfois 15 jours à l'hôpital. On l'utilise pour les briquaires aussi, les patients chez qui on doit faire un briquaire. Et chez nous, ça c'est la série de Rennes, on s'est aperçu qu'on avait une forte diminution des complications majeures quand on le fait au robot par rapport à l'époque où on le faisait en chirurgie ouverte. Et puis c'est particulièrement intéressant, et là c'est plus que mon dada, c'est ma passion ultime, c'est l'implantation des sphincters artificiels urinaires par voie robot assistée. C'est une intervention qui, notamment chez la femme, était extrêmement complexe techniquement avec la voie ouverte classique, et qui, avec la voie robot assistée, et ici c'est le film d'une patiente spina bifida que j'ai opérée il y a 3 mois, qui avait eu un agrandissement, un Mitrofanov, donc qui avait été opéré déjà de nombreuses fois, qui avait beaucoup d'adhérence dans le ventre. C'est une patiente chez qui beaucoup de gens s'étaient détournés de l'option du sphincter artificiel alors qu'elle avait une incontinence majeure, en se disant ce ne sera pas possible. Et je dirais grâce au robot, en tout cas dans mes mains, grâce au robot, on a pu mettre en place un sphincter artificiel urinaire. Elle est sortie le lendemain de l'hôpital, le sphincter fonctionne très bien, elle a recouvré une continence. C'est des patients qu'on avait beaucoup de mal à opérer par chirurgie ouverte, et pareil, on essaye d'être scientifique. Donc on a publié beaucoup de papiers sur notre expérience en chirurgie robotique pour implantation de sphincter artificiel urinaire dans des grandes revues anglo-saxonnes, et on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup moins de problèmes pour l'instant qu'en chirurgie ouverte, et notamment le taux d'infection et d'érosion des sphincters artificiels a nettement diminué depuis qu'on le fait en chirurgie ouverte chez la femme. Et c'est également possible chez l'homme, puisque vous savez, chez l'homme neurologique, on peut mettre la manchette du sphincter artificiel au niveau du col vésical, et on le faisait par voie ouverte avant, on peut maintenant le faire avec un robot. Et puis sur le sphincter artificiel urinaire, on en parle depuis des années, mais pour être en contact avec beaucoup de gens impliqués dans leur développement, on en est tout proche d'avoir enfin commercialisé le sphincter artificiel sans pompe, électromécanique, qu'on pourra activer avec son smartphone, avec son Apple Watch, avec une télécommande externe, ce qui est particulièrement important et intéressant chez les patients spina bifida, puisque l'accès à la pompe qui est jusque-là placée dans le scrotum chez les hommes ou dans la grande lèvre chez les femmes est parfois compliqué, et on va se débarrasser de cette pompe. Et puis, je dirais, garder le passé des fois ressurgit. On est un certain nombre d'équipes à avoir réimporté une technique plus anglo-saxonne de chirurgie de cure de l'incontinence par les bandelettes aponévrotiques, ce qui se fait en France également depuis longtemps. Mais chez la femme notamment, il y a cette technique pubo-vaginale qui permet de le faire avec un accès par voie vaginale qui est quand même beaucoup plus simple, qui donne de très bons résultats. Et donc, vous voyez qu'on reste aussi sur des techniques autologues, ne faisant pas intervenir de matériel. J'en termine et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Une ou deux questions sur les thérapies modernes. Oui. Bonjour Benjamin, je suis Babat Clément qui est là. On a compris dans des communications que l'opération de la moelle attachée pouvait améliorer les fonctions sphinctériennes, mais que c'était pas sûr. Enfin, j'ai pas très bien compris quel est un peu le statut de ces études. Le lien et le lien entre les deux. L'avis de M. Zera sera sans doute intéressant aussi. Sur le plan de la littérature scientifique, les données sont contradictoires. Et donc il y a peut-être une question de sélection des patients. Et là, je pense que le travail pluridisciplinaire est encore très très important. L'avis à la fois des neurourologues, des rééducateurs et des neurochirurgiens. En tout cas, le message que je ferai passer, il va peut-être dire totalement le contraire, c'est que on peut certainement pas dire aujourd'hui, au regard de la littérature, de façon systématique, que opérer la moelle attachée basse va régler les problèmes vésico-sphinctériens. Qu'il puisse y avoir des améliorations chez certains patients, c'est très probable, et c'est la question de la sélection. Alors, encore une fois, j'ai commencé comme d'habitude par dire qu'il y a un énorme spectre de dysgraphie. Si on parle des myéloméningocèles, si on compare les résultats de la chirurgie hanté et
postnatal, pour l'instant, on n'a pas de différence de pronostic sphinctérien entre la chirurgie anténatale et la chirurgie postnatale. Ce qui est assez clair, puisque comme c'est les dernières racines et la partie la plus basse de la moelle qui est impliquée dans les myéloméningocèles et que c'est la moelle elle-même qui est mal formée, il n'y a pas de vraie raison pour laquelle on arriverait à améliorer les choses, en tout cas avec ce dont on dispose à l'heure actuelle, c'est la chirurgie, même la chirurgie anténatale. Peut-être qu'à l'échelon, à la vision de 5 ans ou de 10 ans, il y a quelqu'un qui a parlé des cellules souches ce matin par exemple, et il y a un certain nombre de gens qui travaillent, y compris dans l'équipe de Jean-Marie Joannick là-dessus. Peut-être qu'à long terme, on aura une efficacité. Ensuite, la question c'est sur les autres formes de dystrophisme, que ce soit les lipomes, que ce soit les lipomes du côlon, les lipomes du phylum, les chiastématomes, les kystes neurantériques. Enfin, après, il y a tout un cortège de malformations. Dans certains cas, on peut avoir une amélioration par la chirurgie. Mais là, on rentrerait trop loin pour ça, en sachant qu'en règle générale, ce que la chirurgie est capable de faire, c'est de stabiliser l'aggravation des choses, et que seulement dans un petit nombre de cas, on va améliorer les choses, comme dans un petit nombre de cas, on va les aggraver. Et puis, si on retourne au myéloméningocèle, il y a une discussion sur les réattaches médulaires. C'est-à-dire qu'il y a la question de dire, on a opéré un myéloméningocèle à la naissance, à l'âge de 7 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, il y a une détérioration des fonctions sphinctériennes. Est-ce que le fait de détacher la moelle à ce moment-là va entraîner une amélioration des choses? Là aussi, l'espoir est pauvre, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus souvent un dysfonctionnement de la dérivation ou une aggravation de la déformation rachidien qu'une réattache médulaire. Et il y a une quinzaine d'années, par exemple, il y a eu, je vais dire une mode, parce que c'était vraiment une mode aux États-Unis, où tous les myéloméningocèles ont été réopérés entre l'âge de 8 ans et 10 ans pour détacher la moelle épinière. C'est mort de soi-même parce que on n'a pas prouvé d'amélioration sur cette redétache de la moelle épinière, qui est possiblement ou probablement utile dans un petit nombre de cas, mais sûrement pas de manière symptomatique. Donc le résumé de tout ça, c'est que pour l'instant, c'est pas sur les troubles sphinctériens qu'on a fait plus de progrès. Voilà. Une autre question? Oui. Allez-y en parlant fort, ça devrait passer. Une question qui concerne le Botox. A priori, le Botox, à long terme, ça provoque, il y aurait quand même des effets secondaires. Apparemment, on produirait des anticorps. Donc, est-ce que à long terme, c'est bénéfique? Est-ce que le Botox produit des anticorps? Oui, parce que le Botox, c'est une toxine bactérienne, en fait, qui est extraite. Et donc, il y a certains patients qui peuvent à la longue développer des anticorps. Dans les séries de la littérature, c'est 5 à 10%. Donc c'est certainement pas systématique. Et il y a beaucoup de craintes, je ne sais pas si Gérard Marinko partagera ça, mais moi je vois beaucoup de patients qui ont des pathologies neurologiques qui redoutent le fait de dire « Oh mais on me fait de la toxine, est-ce que s'il va se passer dans 20 ans ?» La première réponse c'est « Ça y est, on a 20 ans de suivi, puisque c'est 1999 les premières injections, et donc on commence à avoir quand même une bonne connaissance du problème. Et on n'a pas, si vous voulez, de choses qui nous sont rapportées, qui nous inquiètent particulièrement. L'anticorps antitoxine, le seul effet néfaste que ça va avoir, c'est que ça va rendre les injections de toxines inefficaces, ce qui est embêtant. Mais je dirais, si on développe des anticorps antitoxines au bout de 15 ans de toxines, et que ça a permis de gagner 15 ans avant de devoir, par exemple, avoir recours à un agrandissement de vessie, c'est déjà pas si mal. Donc, on n'a pas, la communauté médicale scientifique, de crainte aujourd'hui par rapport à l'utilisation au long cours de la toxine botulique. Voilà. Je veux juste rajouter, le Botox, on en a une énorme expérience dans la spasticité, parce que c'est beaucoup plus utilisé
spasticité, on a cette expérience-là, c'est-à-dire qu'on a un épuisement de l'efficacité ou un raccourcissement de la durée d'efficacité avec le temps. Par contre, il n'y a pas eu d'effet délétère autre décrit avec cette augmentation du taux d'anticorps toxiques. Très bien, merci. On passe à la dernière présentation ce matin, Nozer Agakani, donc le résultat de l'étude prospective sur les fentes